la découverte des cancers tardifs, c'est-à-dire au stade de métastase, a fortement diminué ces dernières années. Donc il y a quand même eu un travail sur le dépistage du cancer de prostate qui a été fait notamment par les urologues et les médecins généralistes. Quand vous avez un diagnostic de cancer de la prostate, qu'est-ce que vous avez comme choix au niveau du protocole ? Alors il y a pas mal de traitements. Le tout premier... AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé et votre santé au masculin. Ce matin, je reçois le docteur Karim Ferry. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Vous êtes chirurgien urologue. Vous avez publié « Je gâte ma prostate » chez Flammarion. Ça tombe bien parce qu'on va en parler, notamment de la prostate ce matin, puisque le mois de novembre est une période de l'année qui permet de mettre en lumière la santé des hommes. Alors c'est ce qu'on appelle Movember. Tout à fait. Movember, c'est la contraction de moustache et de mois de novembre. C'est un mois, depuis à peu près les années 2003, où on essaye de sensibiliser les hommes sur le dépistage du cancer de la prostate, mais aussi du testicule, et parler un peu de la santé mentale masculine, mais en général, comme la dépression, où les hommes n'en parlent pas beaucoup, ou les problèmes d'érection ou d'infertilité, on peut extrapoler tout ça. Exactement. Mais j'ai l'impression que ça prend pas beaucoup la moustache. En tout cas, la moustache. Parce que en fait, la moustache, elle était là pour alerter, en fait. C'était pour dire, voilà, c'est le mois de novembre, donc on parle des maladies des hommes. Comme vous le disiez, Philippe, en antenne, la moustache, ça va pas à tout le monde. Donc, non, ça, c'est vrai. Mais la barbe non plus. Exactement. Ouais. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une réelle prise de conscience en France, dans les pays du Sud. Par contre, dans les pays nordiques, États-Unis, Canada, Australie, c'est assez... prégnant, et il y a eu beaucoup de fonds qui ont été récoltés ces dernières années pour la recherche, notamment pour la recherche du cancer de la prostate et du testicule. Oui, à l'origine, c'est un mouvement de levée de fonds, de toute façon. Exactement, ouais, pour améliorer le dépistage, la recherche, faire une prise de conscience pour l'homme. Parce qu'il faut dire ce qui est, les hommes se confient se confient très peu sur leur mal-être. Généralement, les hommes meurent 4 ans et demi plus tôt que les femmes. Et à santé égale, c'est bizarre ça. Alors, c'est que les hommes consultent tardivement, en fait. Alors, Movember a mis l'accent sur la santé mentale, et en fait, on se rend compte qu'il y a les 3/4 des gens qui se suicident sont des hommes. C'est-à-dire que les 3/4 des suicides réussis sont des hommes, parce qu'en fait, les hommes ne consultent pas quand ils ont une dépression, ils passent sous les radars, et les femmes, elles ont plus, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la culture d'aller se confier, discuter de leurs problèmes. Et les hommes, culturellement, cachent ça pour eux, ne montrent pas leur faiblesse, et en fait quand ils ont une dépression ou des signes avant-coureurs de dépression, ils ne consultent pas, et ils arrivent au stade tardif où c'est le suicide. Et les hommes souvent ils ont des suicides radicaux, ils se pendent ou ils se tirent une balle dans la tête. C'est pas comme les médicaments, où les femmes, elles, c'est plus un signal d'alerte entre guillemets. Mais en termes de maladies et d'urologie, est-ce que les hommes consultent tard aussi ? À une époque, le cancer de la prostate était découvert tardivement et fortuitement en fait. Alors, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Non, les chiffres montrent quand même que la découverte des cancers tardifs, c'est-à-dire au stade de métastase, a fortement diminué ces dernières années. Donc il y a quand même eu un travail sur le dépistage du cancer de prostate qui a été fait notamment par les urologues et les médecins généralistes. C'est vrai que dans les médias, on ne porte pas beaucoup attention à ce cancer, parce que même si c'est le cancer le plus fréquent en France, avec près de 60 000 cas, c'est le 3e, voire le 4e en termes de mortalité entre guillemets. Donc c'est pas mais c'est le cancer le plus fréquent chez les hommes. Mais chez les hommes. Mais c'est pas le plus grave. C'est pas le plus grave. On meurt plus du cancer du pancréas, du poumon et du côlon que du cancer de la prostate. Donc il n'est pas sous-dépisté finalement ? Non, il est dépisté. Alors le nombre de cancers a même un petit peu dépisté, a été un peu diminué, parce qu'en fait on arrive à guérir les cancers de prostate. On les découvre à des stades beaucoup plus précoces, et à peu près 50% des cancers de prostate, ça il faut bien le noter, ne sont pas traités par des médicaments, une chirurgie ou de la radiothérapie. On les surveille simplement, c'est ce que l'on appelle la surveillance active. Donc ce qui prouve bien que c'est un cancer qui reste moins agressif que les autres, même s'il est très fréquent et qu'il faut prendre en charge. C'est-à-dire que le patient est diagnostiqué avec un cancer, mais on ne va pas le traiter, on va juste le surveiller. La phrase que je dis souvent aux patients, le patient il va plutôt mourir avec son cancer que de son cancer.
Oui, après, il faut apprendre à vivre avec. Tout à fait. Ça, c'est encore une autre paire de manches, parce que psychologiquement, quand on vous a annoncé que vous avez un cancer et que vous devez le surveiller, c'est pas facile. Ça, c'est aussi le travail des oncologues, des urologues ou des radiothérapeutes, de bien cerner la personnalité du patient, de bien lui expliquer. Il faut qu'il y ait toujours un échange pour lui dire que ce cancer, il est peu agressif. Le PSA, entre guillemets, c'est l'hormone qui surveille le cancer, n'est pas très élevé. Il n'y a pas beaucoup de biopsies positives et qu'on peut se permettre de le surveiller avec des chiffres qui montrent que la survie, par exemple, du cancer de prostate à 5 ans, elle est à plus de 90%, ce qui est énorme. C'est Movember, mais il n'y a pas, par exemple, de campagne de dépistage organisée des cancers masculins, que ce soit le cancer de la prostate, le cancer des testicules. Alors, le cancer de la prostate, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, on ne fait pas un dépistage de masse. Parce que c'est pas comme le cancer du sein, parce que, en fait, comme c'est un cancer qui est fréquent, mais dont la mortalité n'est pas aussi importante que les autres cancers, l'argent, le temps que l'on met à dépister des patients ne permettra pas de guérir autant de patients que si on avait fait un dépistage de masse, en fait, comme on le fait actuellement. En fait, on dépiste par rapport aux médecins. Mais si on envoyait, par exemple, une prise de sang à tous les hommes de 50 ans en France, un dosage de PSA, par exemple, de PSA, et on trouvait que le dosage de PSA était supérieur à 4, que tous ces patients, il fallait les biopsier, et chez ces patients-là, on découvrait un cancer de prostate, on n'est pas sûr qu'on arriverait à améliorer la mortalité si on n'avait pas fait ce dépistage de masse. Donc on ne rentre pas dans les critères de l'OMS pour faire un dépistage de masse. Par contre, on peut faire un dépistage individuel. C'est ce qui entraîne une différence avec le cancer du sein, pour lequel on peut faire un dépistage de masse, ou le cancer du côlon. Donc ça, c'est les bénéfices-risques. Donc, voilà, ça, qui ne sont pas en faveur du cancer de prostate, même si on n'arrive pas à savoir quels cancers vont être très agressifs. Par exemple, on a des caractéristiques qui permettent de savoir que quand une personne a un type de cancer de prostate, par exemple Gleason 8, entre guillemets, expliquez bien. Le Gleason, c'est quand on analyse le cancer, c'est la différenciation des cellules. Plus ce score est élevé, plus ça veut dire que votre cancer va être agressif et que là, il faut absolument le traiter et pas le surveiller. Mais on n'a pas de critères qui permettent de savoir que ce cancer va être agressif avant de faire la biopsie. Et donc la biopsie, c'est le dépistage de masse. Donc on fait des dépistages individuels. C'est le médecin, l'urologue qui discute avec le patient en disant voilà, on peut vous faire une biopsie, on peut vous faire un dosage de PSA. Si on trouve un cancer, on pourra vous traiter ou pas vous traiter. Et c'est le patient qui prend sa décision. Et quand on parle de surveillance, quelle est la fréquence? Parce que si le cancer s'étend à d'autres organes, il se passe quoi? Alors déjà, quand on intègre un patient dans une surveillance active, c'est que c'est un cancer qui a des critères minimes d'agressivité. Le Gleason dont je vous ai parlé, il doit être à 6. Il faut qu'il y ait un taux de PSA qui soit inférieur à 10. L'IRM, c'est une sorte de scanner de la prostate qui montre que la lésion, elle est petite par rapport à la glande prostatique. Et avec tous ces éléments-là, on peut le surveiller parce que quel que soit le cancer, l'évolution du cancer de la prostate est toujours lente. Ça met des années avant de devenir métastatique, c'est-à-dire de sortir de la glande et d'aller envahir d'autres organes. C'est pour ça qu'on a le temps de surveiller les patients. Mais il y a des patients, d'emblée, on sait que ceux-là, ils vont être agressifs. Ça ne sert à rien d'attendre, on les traite. Alors, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est asymptomatique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun signal d'alerte. Voilà. Quand il y a des signaux d'alerte, du sang dans les urines ou une gêne pour faire pipi, ça peut être lié à la glande prostatique qui augmente. Mais pas que. S'il y a un cancer de prostate et qu'on se met à uriner du sang et avoir des difficultés à uriner, ça veut dire que ce cancer est devenu agressif et qu'il a envahi un peu la vessie et les organes adjacents. Mais oui, la meilleure... entre guillemets, ce qui nous permet de diagnostiquer le cancer de prostate, c'est le dosage d'une hormone qu'on appelle le PSA. Et quand il est supérieur... Alors, qui est fabriqué par qui, cette hormone? Que par la glande prostatique. Ça veut dire que quand elle augmente, ça peut augmenter dans certains cas après un rapport sexuel, après une inflammation, mais surtout, ça augmente quand il y a des cellules cancéreuses qui produisent tous les jours du PSA. Et en fait, on se base sur plusieurs dosages sur un an. Sur 6 mois, on voit que le taux de PSA ne fait qu'augmenter, il dépasse les 4. Et ben là, on fait une IRM, on fait un toucher rectal dans certains cas. Et s'il y a des signes en faveur d'un cancer, on fait la biopsie de la prostate. Alors, en parlant justement des examens, donc pour vérifier, on commence par le dosage de la PSA, on ne commence pas par le toucher rectal? Non. Alors, en gros, il faut faire le PSA. Et dès qu'on a une alerte avec le PSA,
on peut faire un toucher rectal. Moi, personnellement, je fais une IRM qui est beaucoup moins invasif. Vous faites un scanner de la prostate et avec ces aimants-là, si je trouve qu'il y a des zones anormales au niveau de l'IRM, je peux faire un toucher rectal. Et selon toutes ces données, on peut proposer une biopsie de la prostate. Mais il faut savoir, par exemple... Quel est l'intérêt de faire une biopsie ? Une biopsie, en fait, on ne peut pas poser un diagnostic que sur un dosage ou que sur une image. D'accord, c'est pas suffisant. Non. Ouais. Il faut, en oncologie, avoir des cellules que l'on a prélevées et que l'on a analysées au microscope et qui permettent de nous dire qu'il y a des cellules cancéreuses. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui n'est plus normale. En fait, elle a un gros noyau, elle n'a pas la même membrane, elle est un peu déformée, elle a dégénéré. Et là, on dit qu'il y a un cancer. C'est-à-dire que ce qui va valider le cancer, c'est la biopsie. Voilà. Les autres éléments dont j'ai parlé précédemment, ça nous donne un ordre d'idée, ça nous alerte, c'est une suspicion de cancer. Mais il faut le confirmer avec la biopsie. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on a un taux de PSA élevé, par exemple, qu'on a forcément un cancer de la prostate. Le PSA, comme je l'avais dit précédemment, c'est une hormone qui n'est sécrétée que par la glande prostatique. Mais il y a des gens qui ont de volumineuses glandes. Une glande prostatique, la moyenne, c'est 30-35 grammes. Mais il y a des gens qui ont des prostates de 100 grammes, 120 grammes. Donc eux, forcément, le taux de PSA, il va être beaucoup plus élevé. Il va être à 5, 6 ou 7. Mais avec l'IRM, on permet de voir s'il y a des zones anormales. Des gens qui ont fait une infection de la prostate, qui ont uriné beaucoup, qui ont eu de la fièvre, le taux de PSA, il augmente artificiellement le temps de l'affection. Et au bout de 3 mois après avoir été traité par antibiotiques, normalement, le taux de PSA, il redescend. Une envie de faire pipi fréquente, donc c'est un signe c'est un des symptômes du cancer de la prostate ou ça n'a rien à voir ? Non, ce n'est pas un symptôme du cancer de la prostate, ça peut être un symptôme de ce que l'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire la glande prostatique qui grossit. Parce que la prostate, c'est une petite glande qui se trouve sous la vessie. Et parfois, quand elle est trop grosse, entre guillemets, elle peut exciter la vessie et ça donne envie de faire pipi. Donc, c'est un signe parmi tant d'autres d'hypertrophie. Ça peut être le signe, l'envie de faire pipi, d'une petite vessie également ou d'une vessie qu'on appelle hyperactive. Qu'on fait une précédente émission qu'on avait consacrée au sujet, mais beaucoup d'hommes, quand ils commencent à se lever la nuit, ils disent « Oh là là, c'est ma prostate ». Et ça, c'est un bon signe. Ça, c'est un signe de consultation. C'est ce qui peut les amener à consulter. Voilà. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la pollakiurie nocturne, c'est-à-dire se lever la nuit. Quand on se lève plus de 2 fois la nuit, il vaut mieux aller consulter à partir de 45-50 ans. Souvent, c'est la prostate qui fait des siennes. Allez, c'est Movember. Alors, vous êtes invité à vous faire pousser la moustache, hein, mais ça ne va pas à tout le monde. Ça va pas à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens avec la moustache dans la rue, donc on peut imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des Mo Brothers, comme on dit. Exactement, ouais. Sont mobilisés. Mais on peut aussi se mobiliser en parlant à ses amis, en leur disant qu'il faut se faire dépister pour le cancer de prostate, pour le cancer du testicule. Voilà, on peut aussi faire chacun sa propre action. Movember. Après Octobre Rose, c'est Movember, un mois consacré à la santé masculine. La moustache, c'est un petit peu le ruban rose des hommes. Tout à fait, ouais. Hein, le ruban noir, en fait, au-dessus de la lèvre. Alors, un mois pour parler de la santé masculine. Alors, ce matin, on a prévu de parler essentiellement du cancer de la prostate, du cancer des testicules. Mais c'est vrai que dans la santé masculine, il y a quand même, l'éventail est beaucoup plus large. Exactement. On peut parler, par exemple, de la sexualité, des problèmes d'érection. On peut parler des problèmes de fertilité. On peut aussi parler de la contraception chez l'homme. C'est pas un sujet tabou. Depuis quelques années, il y a une explosion de demandes de vasectomie. Par exemple, de ligatures du canal déférent qui permettent d'apporter les spermatozoïdes des testicules vers la prostate et donc de rendre les hommes avoir un sperme non fécondant et donc d'avoir des rapports et ne pas avoir d'enfants par la suite. Ça permet de transférer un peu la charge contraceptive de la femme vers l'homme. Et on a remarqué ces dernières années, en 10 ans, les chiffres de vasectomie ont été multipliés par 15. On est passé de 2000 vasectomies par an à plus de 30 000 par an. On est en train de faire notre retard par rapport aux pays anglo-saxons où c'est une intervention qui est pratiquée de façon très 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 courante. Alors c'est vendredi, hein, il y a une journée mondiale de la vasectomie. Voilà. La vraie question qui se pose, c'est de savoir, et si je change d'avis ? Alors ça s'adresse à qui la vasectomie en gros ? Alors, maintenant, les règles ont changé. Ça s'adresse à tous les hommes qui ont plus de 18 ans, qu'ils aient des enfants ou qu'ils n'aient pas d'enfants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est vrai que la vasectomie
Théoriquement, c'est un geste qui n'est pas réversible. C'est-à-dire que si vous prenez le choix, si vous faites le choix de faire une vasectomie, ça va être très compliqué de revenir en arrière et d'avoir des enfants. Mais heureusement, on a prévu certaines dispositions. On peut, chez quelqu'un qui est un peu hésitant, qui est jeune, enfin les études ont montré que les hommes qui avaient moins de 35 ans, qui n'avaient pas d'enfants, ils étaient le plus à risque de regretter et de refaire machine arrière. Donc pour ces hommes-là, on peut proposer ce qu'on appelle une cryoconservation, c'est-à-dire qu'on peut déposer ces spermatozoïdes en banque et si vous rencontrez une nouvelle partenaire ou vous changez d'avis, quelques années après, vous pouvez avoir des enfants par une méthode d'ICSI ou de FIV. Après, il y a d'autres techniques. Donc, mais ce qui veut dire que c'est pas réversible. Si, alors on a une partie qui est réversible, c'est on peut faire des techniques chirurgicales qu'on appelle, le mot est un peu barbare, une vasostomie. Alors la vasectomie, c'est on coupe le canal déférent et là en fait on fait la chirurgie inverse. On réouvre au niveau du testicule et on repère les deux fragments de canal déférent, on les recoupe et on refait ce qu'on appelle une anastomose, une couture pour réaboucher les deux canaux l'un avec l'autre. Donc c'est une technique qui est un peu difficile, c'est pas tous les centres qui la pratiquent, c'est des centres qui sont un peu spécialisés et le taux de réussite, il va entre 50 et 70% de reperméabilisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que vous avez un canal qui s'est reperméabilisé que vous aurez forcément une grossesse par la suite. Le taux, il est entre 30 et 40% de grossesse après une vasostomie. Et plus la femme est jeune et plus le patient n'a pas attendu avant de refaire l'intervention, plus le risque, plus la chance d'avoir des enfants est augmentée. En cas de vasectomie, ils deviennent quoi les spermatozoïdes ? En fait, la vasectomie... C'est une question bête, mais qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, soit ils restent dans le testicule et puis ils se régénèrent et au bout de 10 ans, si on change d'avis, ils peuvent être réutilisables. Ou alors, pour certains, il y a un arrêt de maturation des spermatozoïdes et on ne produit plus de spermatozoïdes. C'est pour ça que quand on hésite un petit peu, il faut faire ce qu'on appelle une cryoconservation. Mais il y a plein de tabous autour de la vasectomie. Ce qu'il faut savoir avec la vasectomie, c'est que ça ne change en rien, mais vraiment en rien, votre sexualité. J'ai vu sur Internet qu'il y avait des patients qui disaient qu'ils avaient une baisse de libido, c'est faux. Ils avaient moins d'érection, c'est faux. Ils éjaculaient pas de la même manière, c'est faux. Le taux de complication est extrêmement faible, c'est moins de 0,6% de complications et d'échecs. Et ça se fait en ambulatoire, vous rentrez le matin, vous sortez l'après-midi. Ça dure combien de temps comme opération ? Ça dure à peu près entre 5 et 10 minutes par canal déférent de chaque côté. Ça peut être fait sous anesthésie locale. Parfois, on peut le faire sous anesthésie générale quand les gens sont un peu obèses, hyper stressés, on a du mal à palper les canaux déférents. Mais cette intervention qui est beaucoup plus simple à réaliser que ce que l'on faisait pour les femmes quand on leur faisait des ligatures de trompe ou qu'on leur mettait des clips. En 2022, il y a des chiffres qui ont montré qu'on faisait plus de vasectomie que de ligature de trompe chez la femme. Donc on a dépassé maintenant la contraception, la stérilisation féminine. C'est vrai que les jeunes générations ont l'air beaucoup plus enclins à le pratiquer. Exactement. Et à le dire, d'ailleurs. Mais il faut le dire. Ouais. Et il y a beaucoup de tabous autour, mais on ne perd en rien sa virilité en ayant eu une vasectomie. Tous ces sujets qu'on aborde ce matin, comme ils touchent à l'intime, voilà, ça reste tabou. Ça reste toujours le problème. C'est pour ça qu'on a créé Movember entre guillemets, parce que tout ce qui touche à la virilité entre guillemets de l'homme, on a des difficultés à en parler entre nous les hommes ou avec son médecin. On a du mal à se confier. Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale ? Tout à fait. Les deux ? La vasectomie et l'aller et le retour. Exactement. Donc la vasectomie et la vasostomie, c'est pris en charge par la Sécu. Si vous allez voir des chirurgiens, ceux qui sont en secteur 2, ils ont un dépassement, mais il n'est jamais très important. L'hospitalisation, elle est prise en charge également. C'est une méthode de contraception qui est équivalente au préservatif qui est pris en charge exactement aussi. Le cancer de la prostate a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Quand il y a un cancer au niveau de la prostate, est-ce que il faut enlever toute la prostate ? Ou on peut n'en enlever qu'une partie ? Non, alors on peut traiter une partie pour être exact, mais quand on propose de la chirurgie pour quelqu'un qui a un cancer de prostate, on ne peut pas enlever qu'un tiers, qu'un quart ou que la lésion au niveau de la prostate. Parce qu'on ne peut pas laisser un bout de prostate, c'est pas possible. Donc on peut traiter mais pas enlever. Voilà. Par contre, on a de nouvelles méthodes comme les ultrasons focalisés qu'on réserve souvent pour les hommes un peu âgés, qui sont un peu obèses, pour lesquels on ne peut pas proposer de la chirurgie ou de la radiothérapie. On envoie des ultrasons directement sur la lésion
prostatique et ça permet de la stériliser. Et après, on refait des contrôles 6 mois, 1 an après. S'il y a une nouvelle lésion, on peut refaire un retraitement 2 fois, 3 fois. Donc, on peut traiter une partie de la prostate, mais pour être honnête, les chiffres montrent que les résultats au niveau de la guérison du cancer sont un peu en deçà par rapport à la chirurgie ou la radiothérapie. Ça, c'est ce qu'on appelle le traitement focal, c'est ça ? Le focal one, entre guillemets, c'est un traitement focal. Ouais. En gros, aujourd'hui, quand vous avez un diagnostic de cancer de la prostate, qu'est-ce que vous avez comme choix au niveau du protocole ? Alors, il y a pas mal de traitements. Le tout premier, comme je vous l'ai expliqué en début d'émission, c'est la surveillance active. On vous regarde, on vous surveille régulièrement et on ne vous traite pas. Moi, il y a des gens dans ma patientèle, ça fait 10 ans que je les suis, ça n'a pas bougé d'un iota. On peut proposer, selon si la personne est jeune, moins de 60 ans, si le cancer est assez agressif, de la chirurgie, mais qui entraîne quelques séquelles. Donc on pourra en discuter par la suite. On peut proposer de la radiothérapie aussi, c'est des rayons sur la prostate. Donc vous n'êtes pas endormi, mais c'est un traitement qui est un peu long, qui dure à peu près entre 6 à 8 semaines. On peut proposer de la curithérapie. C'est un vieux traitement mais qui marche très bien. On prend des petits grains radioactifs d'iridium et que l'on place sous anesthésie générale dans la glande prostatique. Et en fait, la radioactivité locale va détruire la glande prostatique et notamment les cellules cancéreuses. On a parlé du Focal One. Et maintenant, on a de nouveaux traitements mais que l'on ne fait pas en quelques centres en France, qu'on appelle le CyberKnife. On prend un produit et après on fait qui va s'intégrer au niveau de la prostate et on fait des rayons dessus. Ça se fait beaucoup en pays comme en Belgique, dans les pays du Nord. C'est en train de se développer. Vous qui aimez les nouvelles technologies, vous êtes... Alors, c'est pas une technique que l'urologue pourra réaliser, malheureusement, mais ce seront plutôt les radiothérapeutes ou les radiologues. Mais c'est en voie de développement et pour certains cancers, je pense plutôt pour des cancers localisés, ça peut être une bonne alternative. Le cancer qui est un peu agressif, la chirurgie et la radiothérapie resteront toujours les 2 traitements privilégiés. Et malheureusement, quand le cancer a dépassé la glande prostatique et qui est métastatique, on a des traitements comme la chimiothérapie ou des hormones de première et deuxième génération. On a aussi maintenant de l'immunothérapie qu'on va peut-être proposer pour ces patients. Donc on développe de nouveaux traitements chaque année. L'industrie bosse beaucoup là-dessus. Alors, quel est l'impact d'un cancer de la prostate, par exemple, sur la vie sexuelle ? Il y avait cette réputation, finalement, que le cancer de la prostate rendait impuissant. Ouais, alors ça rend impuissant quand on a été traité par chirurgie, mais pas tout le temps. En fait, maintenant, on a de nouvelles technologies, de techniques chirurgicales, notamment on enlève la prostate par voie robot assistée. Donc le chirurgien est sur une console et il dirige un robot qui va opérer au niveau du ventre. Ça permet de disséquer de façon extrêmement précise la prostate et notamment les bandelettes neurovasculaires. Ce sont des petits nerfs qui passent le long de la prostate et qui permettent l'érection. Et si le cancer n'est pas trop agressif, on peut conserver une bandelette à droite, une bandelette à gauche et les hommes, après l'opération, peuvent retrouver des érections spontanées. Parfois, il faut les aider avec des médicaments comme du Viagra ou du Cialis ou alors des piqûres dans la verge. Donc, c'est pas déconseillé. C'est pas déconseillé et on peut retrouver une sexualité tout à fait normale. Mais dans certains cas, la chirurgie, on ne peut pas préserver ces bandelettes, on est obligé de les sacrifier et les gens, c'est vrai, auront des problèmes de dysfonction érectile, d'impuissance, mais on a des médicaments pour les aider. On a les injections d'Edex, par exemple. On a le Cialis, comme je viens d'en discuter. On peut aussi utiliser les pompes à vide, thème les vacuums. Et on peut faire même de la chirurgie et mettre des implants péniens pour retrouver une sexualité totalement normale. Au niveau des effets secondaires et glamour, il y a les incontinences. Voilà. Alors ça, on en voyait beaucoup il y a 15 ans. On en parlait beaucoup. Maintenant, ça a disparu complètement. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus du tout. Alors, les taux, c'est à peu près... on voyait ça après la chirurgie. Mais avant, on faisait une chirurgie classique où on ouvrait le ventre. On avait du mal à préserver ce qu'on appelle le sphincter. C'est le muscle qui retient les urines, qui est juste entre la vessie et la prostate. Maintenant, grâce à cette technique robotique dont je vous parle, on arrive à disséquer le canal de l'urètre et à préserver ce petit muscle qui, lui, retient les urines. Donc, le taux d'incontinence en post-opératoire à 3 mois, il est à peine de 2 à 3%. C'est-à-dire sur 100 patients opérés, 97 à 3 mois n'ont plus de fuite. Et ceux qui persistent avec des fuites, on a des techniques de rééducation périnéale. On peut mettre des petites bandelettes comme chez la femme qui permettent de régler le problème. Et dans de rares cas, on peut mettre un sphincter artificiel. Donc quoi qu'il en soit, l'incontinence, c'est vrai, ça peut arriver, ça a fortement diminué grâce à la chirurgie robotique, mais on a des moyens de la traiter quand elle est présente.
Et ce qu'on appelle les éjaculations rétrogrades. Alors ça, c'est pas lié au cancer ? Non. Ça, en fait, l'éjaculation rétrograde, ça apparaît quand on est traité pour ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate. C'est les médicaments, en fait, que l'on donne pour mieux uriner, pour élargir un peu la prostate et libérer le canal de l'urètre et pour qu'on urine de façon correcte. En fait, ces médicaments, ils ouvrent le canal et quand vous éjaculez, au lieu que le sperme va à l'extérieur, il va dans la vessie, ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. Donc ça n'a pas d'incidence sur la puissance sexuelle, mais si vous voulez avoir des enfants, ça va être un peu plus compliqué. C'est Movember, un mois vous êtes invités, messieurs, à vous laisser pousser la moustache, un mois aussi pour parler de santé masculine. Et j'ai invité ce matin le docteur Karim Ferry, qui est chirurgien urologue et qui avait publié Je gâte ma prostate aux éditions Flammarion. Et puis un livre aussi où vous parliez un petit peu de tout ce qu'on pouvait manger pour notre prostate. La nutrition avec les petites recettes qui permettent de la préserver, notamment au niveau du cancer. Alors la prostate, elle est amenée à grossir, ça c'est inéluctable ? Alors ça dépend. Il y a des gens qui naissent avec une prostate qui va faire à l'adolescence ou à 20 ans à peu près 25 grammes et qui restera toujours à 25 grammes. D'autres, elle va ne faire que grossir et d'autres, elle va grossir et se stabiliser à un moment dans le temps. Mais ce n'est pas parce que vous avez une grosse prostate que forcément vous aurez des symptômes urinaires liés à cette prostate. Vous pouvez très bien avoir une petite prostate et être extrêmement gêné, avoir une grosse prostate pas gênée ou l'inverse. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Et finalement, il n'y a pas forcément les. Non, on n'est pas tous égaux. Tout le monde n'est pas. Voilà, on n'est pas tous égaux et les symptômes sont parfois très. C'est variable en chacun. C'est pour ça qu'il faut bien interroger les patients. Et dès que vous commencez à être gêné, il ne faut pas hésiter à venir consulter un urologue. Parce que quand vous avez des problèmes urinaires, on vous fait un dosage de PSA et ça permet aussi de dépister des problèmes de cancer de prostate qui peuvent être associés. À quel âge il faut commencer à s'intéresser à sa prostate, docteur Ferry ? Alors, quand on parle au niveau du cancer de la prostate, les études montrent qu'il faut commencer à faire des dosages de PSA à partir de 50 ans, 55 ans. Plutôt vers 45-40 ans s'il y a des antécédents familiaux d'oncles, de pères, grands-pères qui ont eu des cancers de prostate ou si vous êtes d'origine antillaise. Ça, il faut faire plus tôt. Et parce qu'il y a un côté, voilà, on l'a pas dit tout à l'heure, il y a un côté à la fois héréditaire, mais il y a aussi ethnique. Ethnique. Alors, pour les Afro-Américains, c'est particulier. Il y a un côté ethnique où le fait d'être noir, ça fait des cancers qui sont plus agressifs, qui sont découverts plus précocement et qui sont plus métastatiques. Mais il y a aussi pour les Antillais, en fait, ils ont grandi dans des îles où on faisait de la production de la banane, surtout en Martinique, et on utilisait un pesticide qui s'appelle le chlordécone, qui est maintenant inscrit au tableau des cancérigènes. Et en fait, on a arrosé pendant des dizaines d'années les plantations de bananes avec du chlordécone pour éviter qu'elles pourrissent, pour enlever les parasites. Et la population antillaise est beaucoup plus touchée que le reste de la métropole au niveau du cancer en termes de fréquence et d'agressivité. Est-ce qu'on peut prévenir les cancers de la prostate ? Est-ce qu'il y a des activités qui favorisent une bonne santé de la prostate ? Alors, il y a des activités qui permettent de vous prémunir d'un cancer de prostate, mais ça ne l'empêchera pas totalement d'arriver, mais il sera moins agressif. Alors tout d'abord, comme je l'explique dans mon livre, il faut avoir une alimentation entre guillemets saine. La meilleure alimentation qui soit et qui a été prouvée dans des dizaines et des dizaines d'articles, c'est l'alimentation, c'est le régime méditerranéen. Donc privilégier les légumes, l'huile d'olive, le poisson. Il faut éviter les viandes rouges. Ça, c'est pas bon du tout. La charcuterie, il faut privilégier les oméga 3, c'est-à-dire les poissons. Il faut privilégier certains condiments comme le curcuma, comme le thé vert, comme le gingembre. Et on a montré aussi que les gens qui étaient obèses, qui faisaient peu d'activité physique, qui étaient extrêmement stressés aussi, favorisaient le développement du cancer de prostate. Et les gens qui ne dormaient pas assez aussi, ça c'est les habitudes de vie. Donc activité physique et un régime méditerranéen vous aideront à vous prémunir contre le cancer de prostate. Et le vélo ? Alors le vélo, c'est une polémique. En fait, le vélo, on est assis sur une selle ou sur le périnée en fait. Et on écrase. Voilà, et on écrase un peu la prostate, donc on crée de l'inflammation. Alors ça favorise pas totalement le cancer de prostate, mais ça entraîne des gènes au niveau urinaire et ça peut faire monter artificiellement le taux de PSA. Mais il n'y a pas d'étude qui a montré qu'on faisait plus de cancer de prostate quand on faisait du vélo, mais par contre, ça rendait inflammatoire la glande prostatique. Et un dernier conseil, alors, il y a quelques
études qui sont sorties sur ça, d'autres sont contradictoires. Le fait de ne pas avoir de rapport sexuel, c'est pas une bonne chose. Donc messieurs, il faut éjaculer. Si on me prend à l'envers, ça veut dire que vous êtes en train de nous encourager à avoir une activité sexuelle débridée. Pas débridée, je vous encourage à éjaculer. Messieurs, éjaculer, il faut éjaculer plus de 8 fois par mois, ça diminue l'inflammation chronique et ça peut favoriser la protection contre le cancer. Après, vous vous débrouillez pour éjaculer. Je ne dirai pas plus. Sortez-moi de là. C'est bien fait pour moi. Voilà, j'ai posé la question. Bien, alors il y a quelques produits naturels que vous conseillez aux hommes. Alors oui, moi ce que je préconise c'est vraiment le gingembre, le curcuma, c'est des anti-inflammatoires, des anticancéreux naturels. Toute la médecine Ayurveda en Inde en est très friande et c'est dans ces pays-là où il y a le moins de cancer de prostate. Le thé vert aussi, c'est un puissant antioxydant. Vous buvez 2-3 tasses de thé vert, ça protège aussi contre le cancer de la prostate. C'est un puissant antioxydant. Et enfin, pour favoriser un peu la virilité, les gens ne savent pas, mais j'aime bien le dire, on peut prendre de la camomille. La camomille, c'est un précurseur de la testostérone et ça peut aider, avec un peu de gingembre, à améliorer votre taux de testostérone avec une activité physique et musculaire. Ça peut donner de bons résultats. Mais sous quelle forme ? Vous la prenez en infusion. Le soir, avant de vous coucher, déjà. Vous pensez un vieux sachet de... Et bien sûr, les gens pensent que ce qui rend viril, c'est de prendre un verre de whisky, mais pas du tout. Une bonne tisane de camomille, un peu de gingembre, un peu de musculation le matin, et ça peut vous aider. Peut vous aider. Oui, ça peut vous aider, parce qu'au moins, au pire, vous irez... uriner. Vous irez uriner pendant la nuit, donc voilà. Mais c'est prouvé que c'est un précurseur de la testostérone. Alors un cancer en nette augmentation, c'est le cancer des testicules. Tout à fait. On voit ces dernières années de plus en plus de jeunes. Donc le cancer du testicule, c'est le premier cancer chez l'homme entre 20 et 35 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le plus fréquent chez les hommes, mais c'est le moins agressif. Le taux de survie à 5 ans est de 96%. Ça veut dire que si on vous découvre un cancer de testicule, c'est pas la peine de paniquer, il faut vous traiter, mais vous serez guéri dans 96% des cas. Alors, on se dit qu'il y a une augmentation, on n'a pas de réelles preuves épidémiologiques, mais on pense que c'est lié aux facteurs environnementaux. Épigénétiques. En fait, quand la femme est enceinte, elle pourrait être gênée par les perturbateurs endocriniens, par les pesticides, et ça pourrait, avoir un impact sur le développement des testicules pendant la vie intra-utérine et ça pourrait aussi avoir un impact au moment de la puberté où on développe ces organes génitaux externes, notamment les poils pubiens et le développement des testicules à la puberté. Le fait qu'il y ait l'alimentation, les perturbateurs endocriniens et les pesticides pourrait favoriser le développement de ces cellules cancéreuses. Donc là, qu'est-ce qui doit alerter ceux qui nous écoutent ? Alors, Movember est exactement fait pour ça et on ne le fait pas assez pour les hommes parce qu'en fait, un cancer de testicule, ça se découvre avec un testicule qui augmente de volume et qui devient dur et irrégulier en fait quand on le touche. Un testicule, c'est mou, ça correspond à une paume de la main, mais quand vous trouvez un cancer, ça devient dur comme du bois et c'est irrégulier comme une pierre. En fait. Et donc ce que l'on préconise aux jeunes hommes à partir de la puberté ou un peu après, c'est de se toucher, s'auto-palper les testicules. On peut faire de l'hétéro ou de l'autopalpation, ça dépend. Et de se palper au moins. J'ai pas compris. Hétéro, en fait, on peut se faire palper par quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça que vous vouliez dire, d'accord. Hétéro ou autopalpation. Et on peut le faire une fois par mois. Parce que souvent, moi, j'ai des patients qui viennent avec un cancer du testicule et je leur dis depuis combien de temps ça a changé. Ils sont incapables de nous le dire. Et ils me disent que c'est lors d'un rapport, leur partenaire a vu que c'était dur et là, ils ont commencé à se focaliser dessus. Donc, il faut se palper une fois par mois. Et s'il y a une anomalie au niveau du testicule, des fois, ça peut être juste un simple kyste ou alors ça peut être quelque chose de plus grave. Vous venez voir un urologue ou un médecin généraliste. Il vous prescrit une simple échographie. L'échographie permet dans 100% des cas de faire le diagnostic. Parce que l'échographie permet de bien voir le testicule et voir s'il y a une anomalie. Et s'il y a une anomalie, on fait un scanner, une prise de sang. Et après, il faut enlever le testicule. Mais on vit très bien avec un seul testicule. Oui, enfin, c'est comme sont les hommes. Ils se disent, ça passera. Ça va passer. Exactement. Première attitude, ça va passer. Voilà, je suis un homme, je suis résistant, ça me fait pas mal. Souvent, ça fait pas mal. Donc, c'est pour ça qu'on s'en préoccupe pas beaucoup. C'est quand ça devient très, 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 très gros. Mais là, et quand ça devient gros et que c'est douloureux, c'est que ça s'est surinfecté, c'est que ça devient un gros stade. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc, la seule solution, c'est finalement de l'enlever. Exactement. On peut pas. Alors,
Dans certains cas, par exemple, quand les gens ont eu, par exemple, je veux dire, raconter quelqu'un qui a fait du cheval et qui est tombé, et on lui a enlevé un testicule, il ne reste plus qu'un seul testicule. Si dans les années qui suivent, on découvre une tumeur, une masse sur ce testicule-là, ben on va tout faire pour ne retirer que la masse, c'est un peu compliqué, et pour conserver le bout de testicule, parce que le testicule, ça produit à la fois des spermatozoïdes, mais aussi de la testostérone. Mais dans la majorité des cas, enlever le testicule suffit à guérir. Des fois, on fait un peu de chimiothérapie, et ce qu'il faut savoir, c'est que le risque que le cancer se développe sur l'autre testicule dans les années suivantes. La symétrie, c'est assez rare qu'on puisse faire un cancer. Moi, en 20 ans, j'ai vu un patient qui a eu un cancer sur un testicule et qui s'est développé sur l'autre. Bon. Là, pareil, pour le vélo, je suis obsédé par le vélo parce que c'est mon moyen de locomotion. Mais non, alors parce que dans le milieu du cyclisme, par exemple, il y a beaucoup de cancers du testicule. Alors expliquez-nous. Alors, la polémique, c'est pas lié au vélo en lui-même, parce que moi j'ai pas vu d'article qui préconisait que la pratique du vélo entraînait des cancers de testicules, mais en fait les gens qui ont fait des cancers du testicule, qui font du vélo, c'est des gens qui ont fait de la compétition à niveau départemental, national, et il y a la prise de produits, je pense, dopants, des androgènes, anti-androgènes, et ça c'est pas bon pour le testicule. Donc c'est plus lié sur ça, à ces pratiques-là, que la pratique du vélo en elle-même. Enfin c'est mon avis personnel, c'est ce qui ressort des articles. Bon. Mais c'est pas la pratique du vélo, c'est la prise de produits qui aurait aidé. Voilà, comme Lance Armstrong a eu un cancer du testicule. Oui, c'était le cas le plus célèbre. Voilà, et lui, c'est quand même le cas le plus célèbre de dopage dans le vélo. Bon, un mois pour parler de santé masculine. Alors, évidemment, la santé, on l'a dit tout à l'heure, c'est un éventail qui est large. Messieurs, donc, il faut aussi s'occuper des troubles de l'érection. Voilà. Mais ça, c'est plus tabou déjà. Exactement. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler avec vos amis pour dire, voilà, moi j'ai quelques soucis, je me lève le matin, ça marche moins bien, j'ai eu des pannes. Il faut oser en parler et en consulter parce qu'on a beaucoup de solutions. Et le problème, en fait, c'est que quand les troubles de l'érection ils s'installent, année après année ou mois après mois, le problème psychologique devient prégnant sur le problème organique. Et en fait, le fait d'avoir eu une panne une fois, on ressasse toujours le même problème. Et en fait, on ne consulte pas, on ne prend pas de traitement et on ne casse pas le cercle vicieux en fait, de l'anxiété. Et donc, il ne faut pas hésiter à consulter. Alors, on a plusieurs techniques pour prendre en charge les hommes qui ont des problèmes d'érection. Ça peut être de la psychothérapie, de la sexologie, ça peut être des produits médicamenteux, des médicaments qu'on prend par la bouche, de la crème, des piqûres. Maintenant, on a des ondes de choc que l'on peut faire. On peut injecter... Ça fonctionne comment, les ondes de choc, en fait, c'est des traitements qui font pas mal du tout. Et en fait, on part du principe qu'on va choquer les cellules vasculaires de la verge. Donc, on envoie des impacts, ça fait pas mal du tout. Et en fait, après quelques séances, les cellules elles vont se régénérer. Et elles vont se développer de façon harmonieuse, plus importante, et ça permettra d'apporter plus de sang dans la verge et d'apporter une érection de meilleure qualité. Et c'est un traitement qui permet de se passer des médicaments que l'on préconise habituellement et de retrouver des érections pendant 6 mois, 1 an sans refaire de nouvelles séances. Donc ça peut être assez intéressant. Et maintenant, on fait même des injections de plasma riche en plaquettes. On prélève du sang, on centrifuge et après on réinjecte des plaquettes qui sont riches en facteurs de croissance dans la verge et ça permet de régénérer aussi les corps caverneux. Là on commence à avoir un peu de recul sur cette pratique du PRP. Et ça donne des résultats, ça dépend des patients. Moi dans ma pratique personnelle, faire du PRP seul, ça marche pas beaucoup, mais par contre quand on l'associe dans un plan de traitement avec un peu de Cialis, un peu de onde de choc et avec du PRP, ça donne de très très bons résultats chez des gens qui n'ont pas d'érection. Alors aujourd'hui on trouve des médicaments sur internet. Peut-être un mot de prévention pour tous ceux qui feraient de l'automédication, parce que ce ne sont pas des médicaments qui sont sans effet sur la santé, attention. Exactement, parce que vous ne savez jamais ce que vous pouvez acheter sur les produits pour l'érection. Le traitement phare que tout le monde veut acheter, c'est entre guillemets le Cialis ou le Viagra. Ce qu'il faut savoir, que ces médicaments actuellement sont tombés dans le domaine public, c'est des génériques et qui ne sont pas très chers. Un traitement, par exemple, de Cialis à prendre tous les jours, ça coûte entre 15 et 20 euros la boîte pour 1 mois. Donc ça équivaut à un paquet de cigarettes. Donc vous pouvez trouver des médicaments encore moins chers sur Internet, mais vous ne savez pas ce que vous allez absorber. Souvent, il n'y a rien, donc ça ne va faire aucun effet, donc ça ne va pas être bénéfique pour vous. Et parfois, ça peut être d'autres produits qui peuvent entraîner des perturbations au niveau de la testostérone ou autre. Donc, vaut mieux. Mais les gens les prennent de plus en plus jeunes. Attention, avant, c'était les maladies de l'âge. Exactement, parce que
entre guillemets, avec les réseaux sociaux, avec la pornographie qui s'est installée partout, qui est très facile d'accès, on est dans le culte de la performance, de la consommation. Donc des gens veulent être toujours au top, entre guillemets, avoir plusieurs rapports dans la même nuit, avoir plusieurs partenaires, changer de partenaire sexuel. Et donc il y a un moment, le corps il peut pas suivre, et donc on a besoin de ces médicaments pour suppléer. De béquilles. Entre guillemets. Vous réécouterez cette une sorte émission. de dopage. Ah, c'est ça. Vous réécouterez cette émission sur Internet, sur les plateformes qui reprennent l'émission, sur beurrefm.net. Et puis vous verrez la vidéo sur YouTube. Docteur Karim Ferry, merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Et merci passez une très belle journée santé sur Beurre FM.